monde et bienvenue. On est officiellement en automne, ça y est, depuis hier je crois, le 21 septembre. Et donc ça fait un mois que la rentrée littéraire a commencé en librairie puisqu'on commence à recevoir les cartons de nouveautés vers la mi-août. Et on a donc depuis un mois énormément de nouveaux titres sur nos tables à présenter à nos clients. Mais évidemment, pour s'y retrouver, ça peut être un petit peu compliqué. Donc il y a évidemment les médias, les journaux, les émissions comme La Grande Librairie qui en présentent certains. Et le plaisir que moi j'ai tous les ans et que j'imagine tous mes confrères et consoeurs libraires ont, c'est de choisir nos coups de cœur, parce qu'on a beaucoup lu pendant l'été, de choisir nos chouchous et de les défendre corps et âme pour qu'ils soient lus et vus au milieu de déjà peut-être tout plein de titres très médiatisés, puis même au milieu de la masse, parce que des tables absolument remplies, ça peut être impressionnant, on ne sait pas trop quoi choisir. Donc j'ai fait une grosse pile ici, que vous ne voyez pas, de livres que j'ai lus à vous présenter. J'ai vraiment lu des bonnes choses, j'ai beaucoup de coups de cœur. Parmi mes lectures, doit y avoir peut-être 3 livres que j'ai moins aimés, dont un que j'ai franchement détesté, vous allez voir. Je vais vous le présenter aussi, mais j'ai rien de bien à en dire. Voilà, donc je vais les présenter non pas par ordre chronologique de lecture, ni par ordre de préférence. Je vais vraiment les piocher au hasard comme l'année dernière, et puis voilà, je vais vous en dire 2 mots en essayant d'être quand même un petit peu concise, c'est toujours l'exercice. Et c'est parti pour le premier, Notre part féroce de Sophie Pointurier aux éditions Phébus. On suit une journaliste qui est spécialisée dans les questions écologiques et notamment la défense du loup. C'est un sujet qui lui tient énormément à cœur. Le loup, c'est quelque chose de très important pour elle. Elle a beaucoup de tendresse, beaucoup de fascination pour cet animal qui cristallise énormément de fantasmes et d'angoisses depuis la nuit des temps. Et elle l'explique en partie parce que le loup, c'est une créature qui est son allié parce qu'il fait peur à ceux qui lui font peur à elle, à savoir les hommes. Donc après un papier où elle expose ses théories en défense du loup, elle se prend un gros retour de bâton, des menaces, des insultes, et sa patronne lui conseille de se faire un petit peu oublier et d'aller traiter un autre sujet dans le sud de la France, très loin de la Bretagne où elle habite, pour laisser les esprits se calmer et revenir plus sereine. Elle va donc enquêter sur l'apparition de dames blanches dans les virages qui causeraient des accidents. Donc voilà, est-ce que ce sont de simples hallucinations de personnes un peu ivres ou un peu naïves, ou est-ce que réellement il y a des fantômes dans cette partie du sud? C'est tout le sujet qu'elle va devoir traiter. Sa fille fait partie du voyage, elle est trop excitée à l'idée de résoudre ce mystère, donc elle est hyper joyeuse à l'idée de participer à l'enquête. Et puis au dernier moment, vont se rajouter 2 passagères, c'était pas prévu, la mère de la journaliste et sa voisine Rose, qui est une femme adorable mais alcoolique. Et au début, le fait d'embarquer sa mère, ça ne plaît pas du tout à notre héroïne parce qu'elle a une relation très compliquée avec elle. D'aussi loin qu'elle se souvienne, dans son enfance, sa mère a toujours été triste, malade, dépressive. Elle a très peu de souvenirs en fait joyeux avec cette femme, et le fait de se retrouver dans la même pièce qu'elle, tout de suite ça lui crée des angoisses, elle a la boule au ventre, voilà, c'est compliqué. Mais elle accepte néanmoins parce qu'elle se dit qu'elle doit faire un geste vers elle, que c'est quand même sa maman et que voilà, il faut qu'elle fasse un effort. Les voilà donc toutes les 4 embarquées, direction le sud. Et dès qu'elles vont arriver, se poser à leur hôtel, donc dans les jours qui suivent, vont commencer à se produire des événements étranges, inquiétants, sanglants. Et ce serait potentiellement lié à leur présence à elles, puisque ce n'était pas le cas avant qu'elles arrivent. Je vous en dis pas trop parce que, comme vous le voyez, le livre est court, donc c'est à vous de découvrir ce qui se passe. Il y a une petite touche de fantastique dans ce livre que j'ai trouvé très pertinente, puisque l'angle qui est choisi permet vraiment de faire une métaphore pertinente avec la condition d'un des personnages qui est victime d'une espèce de coup du sort, malédiction, pareil, ne pas trop en dire.
Mais voilà, donc je m'arrête là parce que sinon je sens que je vais divulguer trop de trucs. C'est à vous d'y aller. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est pas un énorme coup de cœur. J'en suis pas ressortie en mode waouh, c'était génialissime. Mais par contre, j'ai apprécié ma lecture tout du long. La fin est assez émouvante. Je l'ai trouvée très belle. Et voilà, je vous encourage à le découvrir. Et c'est parti pour notre deuxième. Donc celui-là m'a fait chialer, voilà. C'est Toutes les vies de Rebecca Warrior aux éditions Stock. Si vous ne la connaissez pas, elle est musicienne, c'est la chanteuse de Sexy Sushi, Compromat et Mansfield YA, je crois, comme ça s'appelle son troisième groupe. Et là, c'est son premier roman qui est autobiographique et qui va nous parler de deuil, de maladie, de traversée de l'enfer et de comment, malgré toutes ces épreuves, on peut s'en sortir petit à petit. Elle va aborder donc le moment où sa compagne Pauline est diagnostiquée d'un cancer assez vénère qui va vraiment la terrasser et ça va durer 2 ans en fait. Au bout de 2 ans, elle va finir par en mourir. Et Rebecca Warrior à ce moment-là va accompagner Pauline dans toutes les étapes de cette maladie, les rendez-vous incessants à l'hôpital, dans les heures passées dans les salles d'attente, à courir à la pharmacie, à essayer de tout faire pour la sauver, alors qu'au final il n'y aura que rechute sur rechute. Donc c'est assez éprouvant, quoi. C'est assez terrible ce qui se passe pour ces deux femmes. Et comment elle va traverser son deuil, essayer de s'en sortir malgré tout. C'est intéressant parce que donc Rebecca Warrior, c'est une figure qui est assez rebelle, punk, etc. C'est voilà, une femme couverte de tatouages qui passe son temps dans les clubs électro à s'injecter what mille drogues. Donc voilà, vous voyez un peu le type de personnalité. Et en même temps, moi j'ai découvert aussi en fait, c'est une personne qui est double. J'avais l'impression que son esprit, c'est une maison à 2 étages. Donc au sous-sol, il y a un vieux club électro un peu cradingue avec de la grosse musique qui défonce les tympans et où tout le monde est à moitié défoncé. Et à l'étage supérieur, il y a une salle vaste, minimaliste, avec juste une bibliothèque, un tatami, du silence, beaucoup du blanc, du vide pour laisser la place à la méditation, à la réflexion. Et en fait, il y a vraiment ces deux états d'esprit qui cohabitent chez elle. Et pour traverser son deuil, elle va vraiment alterner de l'un à l'autre. Elle va faire beaucoup d'expérimentation, beaucoup de recherches. Elle va aller dans des retraites bouddhistes avec une discipline quasi martiale, en même temps qu'elle va s'injecter, par exemple, l'une des drogues les plus puissantes au monde pour essayer d'entrer en contact avec Pauline. Enfin, voilà, elle va vraiment vivre beaucoup de choses qui vont profondément la changer, la chambouler. Et voilà, c'est un livre qui n'est pas facile, qui n'est vraiment pas drôle, quoique, il y a quand même des moments où il y a une petite touche de loufoque et de grotesque, et notamment des situations dans lesquelles elle se met avec ses amis qui prêtent à rire. Moi, j'ai pouffé parce que voilà, parce que c'est complètement what the fuck. Et en même temps, c'est un livre qui est très beau, qui est très intime, très humain. Donc moi vraiment, en plus j'adore Rebecca Warrior en tant qu'artiste, donc j'avais d'autant plus envie de le lire. Mais même si vous ne connaissez pas sa musique, allez-y parce que c'est vraiment très touchant, c'est très beau. Ensuite, Le désir dans la cage de Alyssa Vance, c'est chez Les Avrils. C'est le premier livre, je crois, que je lis des Avrils parce que je les avais déjà vus passer. C'est une maison d'édition un peu jeune encore. Et vraiment, je ne suis pas déçue. Je suis ravie de l'avoir découvert. C'est un livre autour de la figure de Mel Bonis, qui est une compositrice de la Belle Époque, qu'aujourd'hui, j'imagine, à moins d'être vraiment férue de musique des siècles passés, on a un peu oublié. Enfin, moi, en tout cas, je ne connaissais pas du tout Mel Bonis. Et en fait, Alyssa Vance est musicienne et compositrice elle-même. Donc déjà, il y a dans son texte un travail sur le rythme qui est très maîtrisé, que j'ai trouvé vraiment très abouti. Et on sent qu'elle a beaucoup d'empathie pour son personnage parce qu'elle comprend ce que c'est qu'être passionnée par la musique, qu'avoir envie d'en vivre, qu'avoir envie de s'exprimer en tant qu'artiste. Donc j'ai trouvé que c'était un livre où on sent beaucoup
On sent beaucoup de tendresse d'Alice Havens pour son personnage et beaucoup de compréhension en fait mutuelle. On a l'impression qu'elles sont presque des sœurs et des amies. Et ça, c'est accentué par le fait que c'est écrit à la deuxième personne du singulier. Donc Alice Havens s'adresse à Mel en disant « tu », et ça tout au long du roman. Donc on va découvrir Mel Bonis, Mélanie, de son prénom, de sa petite enfance jusqu'à sa vieillesse et son parcours contrarié pour faire entendre sa musique au monde. Déjà, la première tragédie qui survient dans sa vie, c'est lorsqu'elle est toute jeune, elle perd sa petite sœur d'une maladie. Donc ça, c'est un premier gros choc pour elle. Son deuxième gros choc, c'est lorsqu'on lui interdit d'épouser son grand amour, un musicien qu'elle a rencontré au conservatoire. Ils sont fous l'un de l'autre, ils sont de jeunes amants fougueux, et voilà, on interdit cette union. Et elle va faire un mariage beaucoup plus plan-plan, qui correspond à un meilleur parti, mais voilà, qui n'est pas son choix, qu'on lui impose. Et la troisième tragédie de sa vie, qui court sur beaucoup plus longtemps, c'est ses difficultés, ses épreuves qu'elle doit passer pour avoir sa place au sein des grands compositeurs de son époque. Elle doit travailler plus dur que les hommes, faire ses preuves 2 fois plus que les hommes qui, eux, ont évidemment les portes à ce moment-là grandes ouvertes, que ce soit au conservatoire ou dans les salles de concert. Et en fait, elle va quand même, malgré des moments où vraiment l'inspiration n'est plus là, elle n'a plus de temps, elle n'a plus d'énergie, elle se consacre à ses enfants, sa maison, la vie domestique, les mondanités. Donc plusieurs fois, l'inspiration la déserte, et à chaque fois, il va quand même y avoir un sursaut, comme une espèce d'empressement violent de recréer, de se remettre au piano, de retrouver ce souffle créatif qui l'a fait vivre et qui l'a fait vibrer. C'est un livre sur la musique, un livre sur l'amour, un livre sur des ambitions contrariées, et aussi une peinture de la belle époque. Donc ça, c'est aussi un plaisir de se plonger dedans, puisque on a tout le côté historique. Et moi, comme j'ai beaucoup aimé ce livre, je recevrai Alice Havens à la librairie. J'ai très hâte qu'elle nous en parle. Donc vraiment, amateur, amatrice de musique ou pas, ou voilà, intéressé par cette époque historique, allez-y, foncez, c'est très bien écrit, c'est très beau. Alors, on va dans une autre ambiance, autre partie du monde, rien à voir, avec ce thriller que j'ai adoré, Black River, de, attendez, Nilanjana S. Roy, qui est une autrice indienne. Donc ça se passe, j'ai un petit doute sur le moment, je crois que c'est entre les années 70 et de nos jours. Donc ça court sur plusieurs décennies, on va avoir plusieurs temporalités, et on va le roman commence dans un village indien proche, alors il est proche d'une grande ville, mais c'est un petit village où vivent un père et sa fille. Donc ils vivent tous les deux, ils s'adorent, le père a une relation très fusionnelle avec elle, et il va malheureusement avoir le choc de découvrir, en rentrant d'un champ, sa fille pendue à un arbre. Donc évidemment, c'est l'effroi dans la communauté. Tout le monde pleure cette petite fille qui était adorable, que tout le monde connaissait. Et en fait, personne ne comprend ce qui s'est passé. C'est trop atroce. On n'arrive pas à réfléchir à ce qui a pu mener à ce drame. Et évidemment, donc il va y avoir une enquête pour essayer de déterminer quel monstre a osé faire ça. On va suivre donc d'un côté l'enquête avec 2 policiers qui essaient vraiment de bien faire leur travail, qui sont de bonne volonté, mais dans les conditions dans lesquelles ils bossent, c'est quand même assez compliqué. Leur commissariat, c'est une vieille baraque en ruine, l'électricité fonctionne 1 jour sur 2, ils ont, je crois, un seul véhicule de fonction qui est une moto toute pourrave. Il faut vraiment s'imaginer un village assez rustre en fait, où c'est vraiment pas le tout confort, quoi. On fait avec ce qu'on a, il y a beaucoup de systèmes D. Et malgré tout, ils vont essayer de correctement mener leur enquête et d'aboutir à des conclusions. Ils vont aussi devoir faire des choix moraux, puisque il y a un personnage notamment qui a beaucoup d'argent dans ce village et qui n'hésite pas à distribuer des pots de vin régulièrement, et notamment à la police, donc soi-disant pour aider à la résolution de l'enquête. Mais bon, à partir du moment où on est redevable à quelqu'un qui vous verse beaucoup d'argent, on va essayer de pas trop l'emmerder non plus.
Donc voilà, il y a déjà cette enquête qui va avoir cours. Et on va revenir dans le passé aussi pour explorer donc le passé du père et de deux de ses amis. Je sais plus exactement ce qui se passe. Enfin, je sais que j'ai adoré et j'ai vraiment des images en tête, mais vraiment les points précis de l'histoire, je sais plus trop. Mais bref, on va se pencher sur leur passé. Et là, j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est vraiment une peinture de l'Inde contemporaine, donc fin 20e siècle, ouais, c'est ça, fin 20e siècle, où on voit l'expansion de grosses villes comme Delhi qui vont grignoter petit à petit du paysage, des environnements naturels pour voilà, étendre la ville, le béton. C'est des endroits qui sont ultra pollués, où l'eau est noire, où il y a des déchets absolument partout, et où une population très très pauvre et ostracisée vit en périphérie des villes avec 3 fois rien. Et vraiment essayer de survivre dans une extrême misère, une extrême pauvreté. Ça aborde aussi les conflits ethniques et religieux entre les hindous et les musulmans. Donc ça c'est pareil, c'est hyper intéressant. En fait, sociologiquement parlant, il y a plein de choses dans ce livre qui sont passionnants. Donc voilà, je vous encourage vraiment à le lire à la fois pour l'aspect thriller et à la fois pour avoir une fenêtre ouverte sur l'Inde contemporaine et ses problématiques. C'était absolument intéressant, j'ai adoré, je l'ai dévoré. Donc voilà, Black River, vraiment à découvrir. Et allez, un autre thriller, celui-ci c'est vraiment un énorme coup de cœur, je suis trop contente de l'avoir découverte. C'est Les Prix littéraires de... Comment ça se prononce? Julien Leschiera, j'imagine. C'est aux éditions Le Dilettante et en fait c'est une maison d'édition que je connaissais très très mal parce que j'avais déjà vu des livres d'eux passer sur nos tables, mais j'avoue que je m'y étais jamais plongée. Donc c'est le premier titre que je lis de chez eux et vraiment je suis ravie. C'est un thriller psychologique qui dans les premières pages nous emmène dans une direction et en fait assez rapidement on va bifurquer pour aller ailleurs et ça j'ai adoré cette surprise. On suit un écrivain qui vivote quoi, qui est un écrivain un peu raté, qui est en manque de gloire, de reconnaissance, d'inspiration, donc qui n'est pas plus publié, puis qui écrit plus grand chose, qui se retrouve dans un bar avec un autre de ses amis qui lui est un écrivain à succès, et un troisième type dont il a aucune idée de qui c'est, on lui a pas présenté, enfin bref, la discussion s'engage, ils enchaînent les verres, et cette troisième personne leur dit mais... Est-ce que vous savez qu'à Paris vit un type qui se prend pour Marcel Proust et qui habite dans un appartement très sombre dont il ne sort jamais voilà, qui vit comme l'écrivain d'un autre temps. Alors ils sont assez intrigués évidemment, puis comme ils ont un petit coup dans le nez, ils se disent bah allez, on est au milieu de la nuit mais on va aller lui rendre une petite visite. Ils arrivent donc à l'appartement où, alors qu'il est 4 h du matin, on leur ouvre une domestique vêtue d'un tablier blanc, d'une grande robe noire, les introduit auprès de monsieur. Cette domestique, elle est un peu étrange, elle boite, elle a des sortes de difformités physiques qui la rendent assez singulière. Donc notre héros est très intrigué par cette femme, qui a l'air en plus de se faire un peu maltraiter par son patron. Et donc ils entrent dans la chambre de monsieur, qui est engoncé jusque-là dans ses couvertures et qui est en train de griffonner sur du papier d'une écriture absolument illisible. Il y a du papier, des feuilles partout, il a l'air d'être en train d'écrire un grand roman. Et donc notre héros lui pose des questions. Pourquoi vous prenez-vous pour Marcel Proust? Quelle est votre démarche, etc. Il est absolument sincèrement passionné, passionné et intrigué par ce monsieur. Et les réponses qu'il va lui donner sont encore plus étranges, bizarres. En fait, loin de l'éclairer sur la démarche, il comprend encore moins. Et ça va lui rester en tête. Donc il va évidemment finir par rentrer chez lui. Et le lendemain, ça le turlupine, il a envie d'en savoir plus, il retourne à l'appartement pour reposer de nouvelles questions à ce monsieur. Et puis petit à petit, il va vraiment avoir régulièrement envie d'y retourner, déjà pour résoudre ce mystère, et aussi parce qu'il va tomber sous le charme de Céleste, la domestique. Et là, c'est le moment où je me tais, où j'en dis pas trop, parce que vraiment, c'est délicieux, faut plonger dedans, c'est un roman sur une relation d'emprise qui va se mettre en place petit à petit,
qui est vénéneuse au possible. Et voilà, vraiment, je m'arrête là. En fait, découvrez-le absolument. C'est une des meilleures surprises de la rentrée pour moi. L'écriture est excellente. Voilà, allez, je me tais, j'en dis pas plus. Lisez les prix littéraires, c'est extraordinaire. Ah, un autre gros coup de cœur, chez Grasset, Adélaïde de Clermont-Tonnerre écrit « Je voulais vivre ». Et le point de départ de ce livre est très intéressant. L'autrice est super fan d'Alexandre Dumas et notamment des Trois Mousquetaires, qui est un livre qu'elle a lu plusieurs fois au cours de sa vie et qu'elle a découvert assez jeune. Dans une interview, elle explique que la première fois qu'elle l'a lu, donc elle est jeune ado, je crois, et elle explique qu'elle détestait le personnage de Milady. En même temps, on n'est pas censé l'aimer, hein, mais que quand elle était jeune, donc ça lui paraissait tout à fait normal que Milady se fasse coincer par 10 hommes qui lui balançaient accusation sur accusation pour finir par la condamner loin d'un tribunal officiel, et qu'en fait elle méritait bien ce qui lui arrivait et que elle s'était mise dans la merde toute seule, et voilà, que maintenant elle devait en payer le prix, c'était normal. Et puis après, ayant mûri, étant devenue une femme plus âgée, elle relit ce livre et elle se dit « Wait, c'est peut-être pas si normal que ça, le sort réservé à Milady dans ce livre. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit à un vrai procès ?» Et en fait, voilà, on l'accuse de tout et n'importe quoi. C'est une diablesse, elle a causé du tort à tout le monde. Et c'est vraiment la grande méchante de ce livre. Mais en fait, elle est vraiment présentée comme ça. Juste, c'est un personnage qui est méchant, qui est vénale, qui est manipulatrice, mais finalement, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Ce qu'on sait, c'est qu'elle apparaît de temps en temps au milieu du chemin des mousquetaires ou de D'Artagnan pour faire une vacherie, pour leur pourrir la vie. Et puis après, bah, voilà, méfait accompli, elle repart jusqu'à ce qu'à un moment, elle finisse par le payer. Et Adélaïde de Clermont-Tonnerre se dit, c'est peut-être un peu trop facile, et puis c'est peut-être un peu feignant, Monsieur Dumas, aussi génial soit-il, hein, parce que vraiment elle dit qu'elle a un grand respect pour son œuvre et qu'elle elle est très admiratrice, mais peut-être un peu feignant d'avoir écrit ce personnage féminin comme le grand antagoniste, mais sans lui laisser sans vraiment de nuance en fait, sans laisser au lecteur, à la lectrice, la possibilité de comprendre un petit peu les motivations de Milady, et puis peut-être de se dire que voilà, c'est pas tout blanc tout noir et que cette femme a peut-être des raisons de faire ce qu'elle fait. Et donc elle décide de compléter l'œuvre et d'écrire le côté de l'histoire de Milady de Winter, ou Anne de Breuil, qui est aussi son nom. Milady donc a plusieurs identités, hein. C'est une femme qui est rusée, qui est habile, qui a compris un peu comment fonctionne la société de son époque et comment intégrer certains cercles, notamment parce que elle sait qu'elle est très jolie, qu'elle a un grand pouvoir de séduction, mais c'est aussi c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui est très maligne, et en fait elle fait démarrer le récit au moment où donc Anne de Breuil a 6 ans, et s'enfuit de chez elle complètement paniquée, puisqu'on vient d'assassiner sa mère et sa nourrice, et elle fuit pour sa vie. Elle trouve refuge dans un monastère, il me semble. Elle est recueillie par un homme d'église, et de là, on va suivre tout un tas de péripéties de la vie de cette petite fille, puis adolescente, puis femme, et on va beaucoup plus comprendre en fait comment elle se construit, quelles sont ses motivations. Et on va découvrir que c'est pas uniquement un personnage de mauvaise, de méchante, mais que c'est aussi un personnage loyal envers ses amis et envers ceux qui l'ont aidée. C'est une grande amoureuse aussi, donc elle a 2 grands amours dans sa vie, dont le premier, Athos, qui finalement la traitera de façon épouvantable et lui fera énormément de mal. Voilà, c'est beaucoup plus, c'est aussi une mère extrêmement dévouée envers son fils. On met beaucoup plus de nuances, et voilà, c'est un roman épique, enfin épique, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il y a plein de péripéties, on s'ennuie pas, c'est un roman d'aventure, mais c'est aussi une façon de réhabiliter un personnage qui a été traité assez injustement finalement. Donc voilà, c'est très réussi, on voit pas le temps passer, on s'ennuie pas. Vraiment, je vous conseille de découvrir donc Milady de Winter sous une autre facette. C'est très bien fait, et voilà, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment.
Alors, le prochain n'a rien à voir. Il s'agit d'un témoignage. Donc, Claudius Pan, c'est un Français qui doit avoir 35 ans aujourd'hui et qui nous raconte comment, dans sa vingtaine, sa vie de jeune adulte, il se sent complètement paumé. Il est en deuil de son premier grand amour, qui est aussi son meilleur ami. Rien ne l'emballe. Il se sent un peu vide, un peu perdu. Et il découvre l'existence sur Internet d'une communauté aux États-Unis qui vit dans une forêt et qui lui permettrait peut-être de vivre éloigné des carcans de la société qu'il trouve oppressants, dans lesquels il ne se retrouve pas du tout, pour expérimenter, pour essayer d'être lui-même et de vivre une expérience très intense, très extrême, dans l'espoir évidemment de se retrouver puis de trouver un sens à sa vie. Donc il va partir un peu comme ça sur un coup de tête, il va tout plaquer pour se retrouver dans cette communauté des fées, donc les fées F, E accent ES, hein, les créatures féeriques, qui vit donc au milieu des bois aux États-Unis, et c'est une communauté queer qu'on peut... moi ça m'a fait penser dans l'ambiance un peu aux Chroniques de San Francisco d'Armistide Maupin, même si les Chroniques de San Francisco ça se passe en ville, alors que là c'est vraiment au milieu de la nature sauvage, mais vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc avec des personnes de plusieurs générations qui sont là pour expérimenter une certaine forme de liberté extrême, une certaine forme de jouissance sans frontières de sexe ou de genre, de leur... voilà, en fait, ils sont là pour se trouver, ils sont là pour vivre comme ils l'entendent, expérimenter, jouer avec leur sexualité, leur corps, leur identité, enfin bref, se redécouvrir. Et puis reformer une sorte de communauté utopique avec de nouvelles règles qui, selon eux et elles, font beaucoup plus de sens que les règles de la société capitaliste et productiviste qu'on leur met dans le crâne depuis tout jeune. Donc c'est le récit d'une expérience radicale. C'est très intéressant parce que c'est vraiment... en fait, moi, je trouve ça très enrichissant de lire des récits de personnes qui ne vivent pas comme soi. Donc moi, cette personne ne vit pas comme moi. Et qui ont le courage, en fait, de se mettre un peu en danger. Là, par exemple, en vivant un peu à l'écart de la société, en s'ostracisant, même si y a beaucoup de personnes qui vivent dans la communauté des fées, donc il est clairement pas tout seul, hein, il a vraiment un groupe nombreux autour de lui. Mais c'est des personnes qui peuvent se faire regarder de travers par le tout venant qui comprend pas la démarche et qui trouve que c'est juste, je sais pas, des adultes qui ont jamais grandi et qui sont dans leur utopie débile et qui vivent dans un dessin animé ou je sais pas quoi. Il peut y avoir un regard très jugeant de la société sur des personnes qui font ce type d'expérience dans ce type de communauté. Et du coup, je trouve ça enrichissant en fait d'avoir le récit de quelqu'un qui vit ça de l'intérieur et qui nous fait visiter, quoi, qui nous explique comment ça fonctionne, quelles sont les règles de vie qu'ils trouvent ensemble, quelle est cette liberté dont ils jouissent, comment ça se passe. Enfin, voilà, c'est passionnant. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que même dans une communauté où on essaie de se libérer des carcans étouffants et oppressants de la société qui font peut-être pas grand sens, on n'est jamais exempt de reproduire certains carcans, de ressentir en tout cas certaines pressions du fait qu'on vit en groupe, en fait, qu'on a quand même besoin de règles de vie en communauté, qu'on peut pas juste faire n'importe quoi, parce qu'il y a d'autres gens autour de nous, qu'il faut les respecter, qu'il faut se mettre d'accord en fait sur comment on vit ensemble. Et on n'est jamais exempt de reproduire certaines injonctions. Et je me suis fait la réflexion notamment dans cette communauté des fées, sur une certaine injonction au plaisir et à la fête. Et je me demandais comment le vivaient peut-être certaines personnes qui par exemple, seraient asexuelles, puisque c'est une communauté queer, LGBTQIA+, et le A, asexuel. En fait, je me demandais comment peut-être une personne asexuelle et introvertie, mais qui aurait envie de vivre dans cette communauté auprès de gens qui les mettent en sécurité, etc., vivrait ces injonctions au plaisir et à la fête, qu'il y a beaucoup de sexe entre les personnes de cette communauté. Donc c'est très très libre, mais
il y a quand même, on a l'impression qu'il faut être joyeux, il faut faire la fête, il faut être très exubérant. C'est peut-être moi qui le lis comme ça, hein. Peut-être que il n'y a pas tant de pression que ça exercée sur les membres du groupe, mais ça m'a fait me poser des questions et du coup bah, c'était très intéressant. Je vous conseille de vous y plonger aussi pour vivre à travers les yeux de Claudius Pan d'autres vies que la vôtre. Ensuite, ça c'est aussi un gros coup de cœur aux éditions Les Léonides. Ah oui, j'ai pas précisé, pardon. Les Grands Vivants de Claudius Pan, c'est aux éditions La Tribu. Donc les Léonides, c'est une maison toute jeune qui, je crois que c'est une partie des éditions de l'Observatoire qui a créé cette maison-là, mais à vérifier, je suis pas sûre à 100%. Nous sommes Fées d'orage de Marie Charelle. C'est un roman qui va nous transporter en Albanie, dans les montagnes, dans un petit village qui n'a pas de nom. Sarah vient d'hériter de sa mère la clé d'une maison qui se trouve quelque part paumée dans ce village montagnard. Et Sarah n'est pas revenue en Albanie depuis qu'elle a 6 ans. Donc quand elle était très jeune, sa mère et elle ont déménagé en Islande, donc rien à voir, très loin. Et sa mère n'a jamais voulu revenir dans son pays natal et n'aimait pas trop en tout cas en parler, évoquer le père de Sarah dont elle ne sait rien, sa vie en Albanie, c'était un peu un grand mystère. Et donc Sarah hérite de cette maison et d'une petite note écrite de la main de sa mère qui dit « Trouve Elora ». Alors Elora, ça ne lui dit rien du tout, elle n'a jamais entendu ce prénom-là, elle voit pas de qui il s'agit, mais intriguée, elle va se rendre dans ces montagnes pour prendre possession de sa maison et essayer de poser des questions autour d'elle, de savoir qui est Elora et pourquoi elle devrait la retrouver, voilà, quel est son lien avec ce personnage. Elle va se rendre compte que on n'est pas très enclin à parler d'Elora autour d'elle. Il y a une espèce de malaise, les gens sont pas très pressés de répondre à ces questions, évitent le sujet, voilà. Donc elle sent qu'il y a un malaise et un flou, et évidemment ça lui donne envie d'en savoir plus. Elle va enquêter, et on va avoir en parallèle le récit d'un groupe de personnages qui vivaient dans ce village donc des décennies auparavant, et notamment pendant la dictature d'Enver Hoxha. Alors moi je connaissais vraiment pas très bien cette période historique et politique de l'Albanie, j'ai découvert plein de trucs, c'était vraiment hyper intéressant. Donc Enver Hoxha c'est un dictateur qui était ultra fan de Staline, donc qui a fait partie, l'Albanie a fait partie de l'URSS sous Staline, et en fait quand celui-ci est mort, donc Khrouchtchev a pris sa place. Et Enver Hoxha détestait Khrouchtchev parce que bah, il n'avait pas la même ligne de conduite que Staline et donc il trouvait ça inadmissible et il s'est complètement brouillé avec lui. Il s'est retiré de l'URSS, bref, il s'est fâché avec tout le monde. Il s'est fâché ensuite plus tard avec la Chine de Mao, avec qui il avait essayé de créer des liens. Et donc il a petit à petit complètement enfermé son pays, l'Albanie, sur lui-même. Le pays s'est recroquevillé et subissait bah, une dictature assez féroce avec une énorme surveillance des citoyens, de la torture, de la délation qui était fortement encouragée. Donc on va se plonger dans cette période chaotique avec un groupe de personnages qui subit évidemment cette dictature et dont certains sont des bergers qui vivent dans ce petit village de montagne sans nom et qui décident qu'ils vont aller se réfugier dans la montagne avec leurs troupeaux pour éviter qu'on les leur confisque. Et pour voilà, vivre vraiment en dehors de la société. Ils se disent dans les hautes montagnes, on va pas nous retrouver, on va nous foutre la paix. Donc voilà, on va avoir cette période-là mêlée à l'enquête de Sarah pour découvrir qui est Elora et pourquoi on fait tant de mystères autour d'elle. Je ne vous en dis pas trop déjà parce que j'aurais peur d'être brouillon, il y a beaucoup de choses dans ce livre, il y a beaucoup d'éléments. J'aurais peur de dire un peu n'importe quoi en mêlant les pinceaux, mais ce qui est fascinant, donc c'est à la fois l'histoire politique du pays et aussi on a vraiment une fenêtre ouverte sur la culture de l'Albanie, son folklore, ses traditions, ses croyances, ses règles de vie, notamment à travers je ne sais pas si c'est un livre ou une tradition orale qui s'appelle le Kanun. Alors peut-être que je prononce n'importe comment, mais ça s'écrit K-A-N-U-N. Et le Kanun, c'est un peu, c'est des règles de conduite, des règles morales et de vie, et notamment dans le Kanun, il y a quelque chose qui est très important qui s'appelle la loi du sang, qui dit que quand un membre d'une famille a été tué et peut-être même déshonoré, je sais pas, mais tué en tout cas c'est certain, il doit y avoir une vengeance du sang.
sa famille doit le venger en tuant l'assassin ou une personne de la famille de l'assassin. Sauf que, en fait, c'est un cycle absolument sans fin, puisque chaque mort réclame une vengeance par le sang, et que du coup, potentiellement, ça n'en finit jamais. Et seules les femmes ont le pouvoir de dire stop, et de décider quand la vengeance est accomplie, et quand il faut arrêter. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments passionnants à découvrir, surtout si vous n'êtes pas familier de l'Albanie. Vous allez voir, c'est hyper riche, c'est foisonnant, on découvre plein de choses. Donc ça, vraiment, un de mes gros coups de cœur, c'est une réussite totale. Alors, il y a un livre que j'ai un petit peu moins aimé, non pas parce que c'est mal écrit, non pas parce que le sujet n'est pas intéressant, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est subjectif, c'est mes goûts à moi. Je ne suis pas fan du sujet. Voilà, mais je reconnais qu'il est bien traité. C'est Antoine Sénan qui avait écrit Croix de cendre, qui avait été un énorme coup de cœur, je crois, mon livre préféré de la rentrée littéraire, pas dernière, je crois que c'était il y a 2 ans, je sais plus, quand c'est sorti. Et donc j'avais très envie de lire le nouveau Antoine Sénan, parce que ça m'avait tellement marqué, Croix de cendre, que j'avais très envie de m'y plonger. Et alors, je félicite du coup Antoine Sénan pour avoir su se renouveler après un grand succès, puisqu'il est parti dans carrément autre chose. Donc là, Croix de cendre, ça se passait au Moyen-Âge pendant la Grande Peste, en Europe. Et là, il part en Sibérie orientale, dans les années Goulag, et de nos jours. Et donc voilà, on est vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Donc ça, c'est bien d'avoir su se renouveler après un gros succès, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, je m'en aperçois, qui font un gros succès et puis qui après tournent en rond, recyclent sans arrêt le même sujet, le même type d'histoire. Et en fait, ça en devient un peu lassant et c'est un peu, pardon pour eux, je trouve ça un petit peu paresseux. Donc, Adieu Colima, ça nous emmène dans une histoire de guerre des gangs, des pays de l'Est. Et on va suivre un personnage qui a été une tueuse dans les goulags, assez féroce. Pourtant, c'est une petite femme un peu menue, donc on n'imaginerait pas à la voir qu'elle a terrorisé tout plein de personnes au goulag et que c'était une assassine professionnelle, qui va devoir reprendre du service pour... je ne sais même plus exactement pourquoi. Enfin bref, je crois qu'elle a une dette envers un grand chef de gang et il faut qu'elle reprenne du service pour éliminer une personne. Bref, et pour protéger une femme qu'elle aime qui, si elle n'obéit pas, risque, enfin voilà, est en danger. J'ai pas retenu exactement tout. J'ai quand même lu la moitié du livre qui fait, je crois, 400 pages. Donc j'ai avancé. Mais c'est juste que, en fait, moi, les histoires de guerre de gangs violents qui, je sais pas, qui sont sans arrêt dans le chantage, dans l'intimidation, dans les assassinats et dont la violence est le seul langage, en fait, ça me fait peur. Ça me met mal à l'aise, parce que c'est une réalité en fait, c'est pas un truc que Antoine Sénan sort du chapeau, hein. Les guerres de gangs ça existe, ça a toujours existé, c'est encore le cas aujourd'hui. Et en fait, je n'aime pas me plonger dans ce type d'histoire. En fait, ça me fout les boules, voilà. Ça me fout les boules et ça me rend triste. Et bon, bref, c'est pas ma tasse de thé, mais si c'est la vôtre, allez-y. Donc c'est un thriller historique qui pourra vous plaire si vous êtes friand de ce genre de choses. Et le dernier que je suis en train de lire, qui est une merveille et qui sera, j'imagine, une merveille de bout en bout. Je vois pas comment ça pourrait décliner en qualité. C'est Les Fleuves du ciel d'Elif Shafak aux éditions Flammarion. Elif Shafak, je la connaissais que de réputation. Je sais qu'elle a écrit d'autres livres qui ont eu un grand succès. Mais je ne m'étais jamais plongée dans son œuvre, donc c'est chose faite et vraiment je suis pas déçue, je suis même enchantée. C'est tout ce que j'aime en fait, c'est vraiment, c'est érudit, c'est passionnant, la construction narrative et chronologique est super bien faite, on apprend énormément de choses, c'est très bien écrit, le style est très fluide, très imagé, il y a des belles phrases bien inspirées. Enfin voilà, c'est merveilleux. Je ne vais pas du coup pouvoir vous en dire trop parce que je suis en train de le lire, j'ai pas terminé. J'en suis à 150 pages et il en fait quand même plus de 400. Donc là, ce que je lis, vraiment, j'adore. On va suivre 3 personnages. Un jeune garçon qui naît en 1840 à Londres,
une fille qui doit se faire baptiser au bord du fleuve, au bord du Tigre, en Irak en 2014, et une scientifique spécialiste de l'eau en 2018, un truc comme ça. Et en fait, ces trois personnages, bien évidemment, vont être liés par plein de choses, par des objets qui vont croiser le chemin des uns et des autres, qui vont se transmettre au fil du temps, comme liés par des pensées, des réflexions, une certaine spiritualité autour de l'eau. Enfin, il va y avoir vraiment plein de choses, liées aussi évidemment par soit leur intérêt, soit par le fait qu'ils y vivent, pour la région du nord de l'Irak, et notamment la ville de Ninive, que moi personnellement je ne connaissais pas. On va aborder pas mal de la culture de la Mésopotamie ancienne, de cette partie du coup du monde, le nord de l'Irak, le Tigre, enfin toutes ces régions-là, que personnellement je connais assez mal et que du coup je découvre avec grand plaisir à travers ce livre. En fait c'est vraiment passionnant parce que vous allez avoir des tranches d'histoire, d'histoire religieuse, d'histoire géopolitique, qui sont disséminées ici et là. On va beaucoup aborder aussi le patrimoine de Mésopotamie, puisque Arthur, donc le jeune homme du 19e à Londres, se passionne pour Ninive, ses ruines et ce qui est exposé dans les musées. Et en fait, ce qui est chouette, attendez, je vous montre, c'est que de temps en temps, on a des illustrations. On a des illustrations des objets, notamment, il faut que j'en retrouve un, j'espère que je ne vais pas prendre 3 plombes. Ouais, voilà. En fait, on va parler par exemple de certains objets, de certaines figures, et on va avoir une image pour nous renseigner sur ce qui était... là, c'est des statues des lamassus, qui étaient des statues d'esprits protecteurs. Et donc, voilà, moi, je connais pas. J'aurais pu aller sur Google, mais j'ai même pas besoin parce que Elif Shafak introduit des illustrations dans son livre. Donc, c'est d'autant plus immersif, d'autant plus intéressant. Voilà, donc je vous en dis pas trop parce que je suis en cours de lecture, mais vraiment... En fait, je vois pas comment ça pourrait pas être un énorme coup de cœur à la fin, et je vous encourage vraiment à lire ce livre, c'est merveilleux. Et on va... ah oui, je l'ai mis à part, il est même pas sur la pile des livres que j'aime. Donc là, c'est les livres que j'ai lus et aimés. On va parler d'un livre que j'ai lu et détesté. Pourtant, j'en attendais pas mal, j'étais très enthousiaste de lire ce livre, le sujet m'intéressait beaucoup, mais waouh, la immense déception, vraiment je suis navrée, mais moi j'ai trouvé que c'était de la merde. Donc pardon à l'auteur, à l'éditeur, mais j'ai pas d'autres mots. C'est L'invention d'Eva, d'Alessandro Barbaglia chez Liana Levy. Pourquoi ce livre? Pourquoi l'avoir fait comme ça? Pourquoi se rater? Alors que le sujet était super intéressant. On va parler de Hedy Lamarr, qui est, si vous ne la connaissez pas très bien, à la fois une actrice un peu sulfureuse, un sex symbole hollywoodien, et aussi une inventrice de génie qui est à l'origine du procédé du Wi-Fi. Donc pardon, c'est quand même une grande dame, un grand esprit, qui est ingénieuse et inventive dès sa plus tendre enfance. Apparemment, c'était dès qu'elle était assez jeune, c'était une espèce de petit génie qui aimait inventer des choses, faire fonctionner des machines, réfléchir, faire des calculs, bref. Et du coup, je me suis dit, super, on va aborder Hedy Lamarr pour justement sa contribution à la science. On va découvrir quelle grande mathématicienne elle était. On va vraiment se concentrer sur ce talent-là et pas sur l'image un peu sulfureuse. Eh ben non. Eh ben non. Donc Alessandro Barbaglia ne se nomme pas, je crois, dans le livre, mais le narrateur, enfin on sent que c'est lui, ou en tout cas qu'il a vraiment beaucoup de points communs et d'empathie avec le narrateur, je sais pas. Moi j'imaginais que c'était lui, en tout cas, vu la façon dont c'est amené. Donc il est fasciné par l'image d'Hedy Lamarr, et il fait des recherches, parce qu'il ne la connaît pas au début, donc il fait des recherches, il lit une biographie, machin, et notamment l'autobiographie qu'elle a écrite qui s'appelle Ecstasy and Me, où elle raconte un peu ses aventures sulfureuses à Hollywood, ses aventures sexuelles avec des grands acteurs, enfin voilà, c'est un truc un peu coquin et olé olé. Et en fait, bah, lui se concentre que sur ça.
J'avoue, j'ai pas terminé, parce que vraiment, au bout d'un moment, ça m'a gonflé de fou, mais j'ai quand même lu, je pense, une bonne moitié. Et en fait, ce récit, c'est juste l'auteur qui se paluche et qui bave sur Eddie Lamar, son corps, ses seins, ses lèvres, ses hanches, nanani nanana. Donc on a toutes ces parties du corps là qui sont isolées et sur lesquelles on sent qu'il prend vraiment beaucoup de plaisir à écrire, mais ça en devient un peu gênant. Ok, ça peut être son fantasme, mais moi perso, ça m'intéresse vraiment pas de savoir qu'il se tripote en pensant à elle. C'est pas dit comme ça, hein, bien sûr, mais en fait, ça transparaît entre les lignes, c'est... Et donc il y a vraiment ça, en fait, il ne parle que du corps d'Eddie Lamar, du fait qu'elle a joué nue dans un film, et vraiment, c'était fou, elle était à poil, rendez-vous compte, elle était à poil, elle était nue. Non mais nue, je vous dis, elle était nue. C'est bon, Alessandro, on a compris, elle était nue. Enfin bref, c'est insupportable. Il n'arrête pas de revenir à ça. Et à un moment, il a une espèce de phrase aussi un peu berk où il voit une photo d'Eddie Lamar à 5 ans et il dit bon, je sais qu'on n'est pas trop censé dire ça, mais à 5 ans, elle était déjà hyper sensuelle et un peu séductrice, machin. Enfin, mais elle a 5 ans. Elle a 5 ans, mec, fous-lui la paix, c'est une gamine. Enfin, elle est pas séductrice au sens femme fatale à 5 ans, c'est pas possible. Enfin, là, c'était un peu puant. Et en fait, il va faire un... Il y a un peu deux récits. Donc, ses recherches sur Eddie Lamar, où il est complètement en chien sur elle. Et il parle de sa grande sœur qui est atteinte de troubles mentaux et qui est donc enfermée en hôpital psychiatrique. Et donc, il se rappelle des souvenirs avec sa grande sœur, machin. Et en fait, il arrête pas aussi de revenir au physique de sa sœur. C'est super bizarre. Genre, à un moment, il explique que à 20 ans, ils sont à la plage. Donc lui, il a quelques années de plus que sa sœur, genre 2-3. Ils sont à la plage et sa sœur décide de se baigner nue. Elle a bien le droit. Et je sais pas, il bave à moitié sur le corps de sa sœur. C'est chelou. Et à un moment, donc sa sœur a un grave accident qui l'a conduit à l'hôpital et elle a trop de pression dans le cerveau. Les médecins se disent qu'ils vont devoir ouvrir sa boîte crânienne parce que sinon elle risque vraiment de mourir, mais c'est une opération hyper risquée et de toute façon elle risque d'y passer si c'est mal fait. Donc le médecin principal appelle des collègues pour avoir leur avis, voilà, ils sont tous autour du lit de la patiente à réfléchir. Et lui, la première réflexion qui lui vient, c'est que ces médecins sont aux petits soins avec elle, sûrement parce que c'est la plus jeune du service, mais parce que elle est belle. Et que du coup, ces médecins s'occupent d'elle juste parce qu'elle est jolie. Mais mec, c'est quoi ton problème? Enfin, je sais pas, il y a que des remarques super sexistes, super lourdes. Et voilà, j'ai détesté ce livre, je ne comprends pas. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur le génie d'Eddie Lamar, ne lisez pas ça, lisez autre chose. Voilà pour les livres que j'ai lus de la rentrée littéraire et j'aimerais bien à la fin, là pour conclure, vous présenter 4 livres que je n'ai pas lus mais que j'ai envie de lire. Donc je vais juste vous présenter les résumés, mais je pense que ça mérite un peu de lumière parce que soit c'est des maisons d'édition que j'aime beaucoup dont je reconnais la qualité et du coup j'ai envie de voir leur prochaine parution, soit c'est des livres qui m'intrigue et voilà, j'ai envie de vous partager ces envies de lecture. Le premier, donc c'est le Ministère des Rêves chez les Argonautes, qui est une maison que j'adore, là que je la présente plus, j'en parle dans beaucoup de vidéos, de Momchil Milanov, qui est bulgare. Et donc, je vous lis le résumé parce que je n'ai que ça comme info. Donc, le Ministère des Rêves. Par un matin gris d'hiver, un immense ballon dirigeable s'installe dans le ciel de Greystadt, silencieux, menaçant. Même le directeur Stern, qui travaille pourtant pour le gouvernement, semble impuissant face à ce qui se prépare. Seul son fils, le petit Stern, perçoit le danger avec clarté. Alors que les bicéphales du mystérieux baron Nould investissent les rues et que l'enfant doit faire face aux absences de ses parents, Stern trouve refuge dans son imaginaire. Et si c'était à lui de sauver les générateurs de rêves? Entre contes initiatiques et fables politiques, le Ministère des Rêves est un hommage poignant à l'imagination. Momchil Milanov nous offre un premier roman porté par une prose lumineuse où, à travers le regard d'un enfant, chaque instant se charge d'une profondeur nouvelle. Ça a l'air super, ça a l'air très imaginatif, très original, et ça c'est vraiment des récits que j'aime beaucoup, les récits où l'originalité est au cœur du processus et où on va vraiment nous embarquer dans quelque chose d'inédit, d'inattendu. Donc super. Enfin, j'espère que ce sera super, mais vraiment j'en doute pas.
Ensuite, il y a Un chien au milieu du chemin d'Isabelle Figueiredo, qui est, je crois qu'elle est portugaise. En tout cas, c'est traduit du portugais. Donc, une autrice que je ne connais pas encore, mais que à plusieurs reprises, j'ai eu envie de découvrir. Je pense que je le ferai avec ce livre-là, dont je vous lis le résumé. Le Portugal, rive sud de Lisbonne, aujourd'hui. Deux personnages, José Viriato, qui survit en récupérant des objets usagés dans les poubelles, et sa voisine, la mystérieuse Béatrice, dite la tueuse. Pour échapper à leur passé, ils ont choisi la solitude. Mais la vie va les réunir. Béatrice a besoin d'aide, José la lui apporte. Et progressivement, chacun va découvrir les secrets de l'autre, dont certains sont enfouis dans des cartons scellés depuis trop longtemps. Et pourquoi ce chien au milieu du chemin qui semble les guider dans un parcours qui sonne parfois comme une rédemption? Dans ce texte sensible, mais d'une grande lucidité, Isabella Figueiredo déploie toute la palette de ses talents de conteuse tout en s'interrogeant subtilement sur les grands enjeux de notre humanité et de notre époque. Le goût de l'autre, le rapport aux animaux, le consumérisme et son cortège de prédation. Ah non, alors elle est pas portugaise, elle est née au Mozambique. Voilà, donc de langue portugaise, mais elle est née au Mozambique. Donc voilà, bah ça me paraît très intéressant. J'ai bien envie de le découvrir. Ensuite, aux mêmes éditions que Le Marie Charelle, Le ventre de la jungle de Hélène Villar Madruga, qui est traduit de l'espagnol, donc l'autrice est cubaine. Ça nous dit: au cœur de l'hacienda, les femmes n'ont plus peur. La guerre ne peut les atteindre ici. La faim et le froid sont de lointains souvenirs car la jungle nourrit et protège et ne demande qu'une seule chose en échange, leurs enfants. La vieille a bien compris qu'il ne fallait pas contrarier leur protectrice, même si cela signifie enfanter sans relâche et élever cette chair fraîche jusqu'à ce qu'elle vienne réclamer son dû. Mais depuis quelque temps, la colère gronde. Voilà des mois que le ventre de Santa, la fille de la vieille, reste désespérément vide et que la rusée Iphigénia sème la zizanie parmi les enfants promis au sacrifice. La jungle n'aime pas qu'on lui résiste. Un conte ensorcelant et cruel sur le corps des femmes, leur souffrance et leur rage. Bon bah, c'est des sujets qui, a priori, m'intéressent. Et enfin, le dernier, c'est Le pacte des baleines de Witi Imaera chez Au vent des îles. J'avais déjà lu de cet auteur La baleine tatouée. Et donc c'est une sorte de suite, mais je crois qu'elle peut se lire indépendamment. Ça nous dit: il faut le talent, l'humour et la respectabilité irrévérencieuse du grand écrivain maori Witi Imaera pour savamment mêler les mythes créateurs polynésiens à un grand voyage de pirogues traditionnelles et à un défilé de mammifères truculents, humains et marins. Nous retrouvons la baleine tatouée, la fameuse, désormais sénile, que seul le descendant du chevaucheur mythique peut extraire d'Antarctique. De cette quête résulte un roman d'aventure, un conte écologique, un récit édifiant, une navigation aux étoiles qui oscille entre le réel et l'irréel. Witi Imaera s'amuse et nous amuse, car il a l'art d'aborder les grands sujets écologiques et métaphysiques avec humour, et comme il l'avoue, un coup de pouce de l'IA, entre parenthèses, intelligence ancestrale. Ouf, on a eu peur. Ben voilà, donc c'est les 4 livres qu'il me tente de lire après le Elif Shafak. J'espère que j'aurai le temps de lire tout ce qui m'intéresse, parce que je vous avoue que chaque année, il y a des livres qui passent à la trappe, alors que j'ai très envie de les découvrir, mais il faut vraiment faire des choix. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné plein d'envie de lecture. Dites-moi si vous en avez déjà lu parmi ceux que j'ai présentés en commentaire et s'ils vous ont plu, ce que vous en avez pensé. Et aussi si vous avez une autre recommandation que je n'ai pas présentée là et où vous vous dites qu'il faut vraiment pas passer à côté, donc un chouchou que vous avez envie de défendre de tout cœur, allez-y, je prends toutes les recommandations. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous. Salut!